Le 10h midi avec vous, avec aujourd'hui Nicolas Corato, bonjour, président fondateur du think tank Place de la République, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, bonjour Christine. Bonjour. Amine Mbarki, vous êtes élu local à Montreuil et vous êtes secrétaire national du PS, bonjour. Bonjour. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le pari et le parti, c'est un joli lapsus d'Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour à vous, on va parler de Schengen. C'est un sujet porté également par Éric Zemmour sur les frontières pour contrôler l'immigration. Est-ce qu'il faut reformer Schengen? La gauche a-t-elle un problème avec la police à l'oral des candidats à la présidentielle, devant le syndicat Alliance? Et puis Jordan Bardella, mis en examen pour avoir qualifié Trappes de république islamique. C'était hier soir et c'est vrai que ça tombe pas forcément à un moment opportun, mais bon, on va en reparler avec vous. Et puis Gilles, comme tous les jours, le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Valérie, avant, il fallait tâter les vaches pour être élu. Maintenant, il faut se taper Magali Berda en interview. Voilà ce qui est devenu notre monde politique. La papesse de la télé-réalité reçoit donc les candidats politiques. Et évidemment, à force de taper sur les journalistes, voilà en quoi on s'en réduit nos hommes politiques. Mais elle revendique cela sur BFM hier et elle n'est pas journaliste. Déjà, j'ai fait ce choix de ne pas les contredire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas aller en mode je les juge et voilà, moi je les découvre. Donc je fais ce travail de découverte. Je suis pas journaliste, j'y connais rien, je veux les entendre, je veux les comprendre et je ferai mon jugement après. C'est-à-dire que moi c'est des questions très simples. Est-ce que vous êtes raciste? Vous verrez dans la vidéo de Jean-Luc Mélenchon, je lui ai posé la question dans le teaser. Est-ce que c'est vrai que vous détestez les riches? Oui, je pense qu'ils vont être plus cool avec moi parce que je suis plus cool aussi dans mes questions. Je suis peut-être moins agressive et surtout ce que j'ai découvert que je ne savais pas, donc ça prouve que ça m'apporte quelque chose, c'est que chaque équipe politique a sa propre équipe de journalistes. C'est-à-dire que l'équipe de BFM, c'est toujours la même journaliste qui suit Mélenchon et celle qui suit. Donc en fait, ils ont créé leurs habitudes et ils vont pas répéter à chaque fois les mêmes questions. Mais je suis pas journaliste. Et oui, Magali Berda, elle n'est pas journaliste, mais c'est une vraie question qu'elle pose. C'est vrai que ce sont toujours la même ou le même journaliste qui suit pour les médias. C'est normal, oui, absolument. Et ils les suivent pour faire des reportages. Non, mais il y a quelqu'un qui est chargé du Parti Socialiste à France 2. Oui, bien sûr, mais ils suivent pour toutes les grandes rédactions font ça. Les gens ne le savent pas forcément. Hein. Oui, et elle a raison de soulever ce problème. En général, on entend quand même régulièrement, je vois Pascal Praud qui dit, vous qui suivez Éric Zemmour, aux jeunes journalistes qui le suivent. Honnêtement, je pense qu'en dehors des campagnes, véritablement, les Français ne sont pas au courant qu'il y a une équipe, peu importe, mais c'est vrai qu'elle a pris... Donc, est-ce qu'il y a du copinage? Est-ce que le journaliste qui suit, puisque non, c'est pas la question. Moi, honnêtement, j'ai passé la journée avec elle, pour Éric Zemmour, du matin jusqu'au soir. Avec qui? Avec Magali Berda. Oui, en fait, on a fait un reportage ensemble. Et en fait, le changement qu'il y a par rapport à un reportage journalistique, c'est effectivement le changement de ton, parce que l'idée, c'était de montrer un peu Zemmour intime. Et finalement, c'est ce qu'on voit à la fin de la vidéo. Elle lui pose des questions très directement. On voit, il y a 2 passages avec Éric Zemmour. Elle lui pose des questions très directement. Et l'idée, c'est plutôt que les gens puissent développer et qu'on voit commencer au sein de la campagne. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, vous savez, la vente du journal à la criée, c'est terminé depuis un moment. C'est pas grave. Ça a changé. On vend le journal autrement. Il y a les médias sur Internet. Eh bien, il y a des changements également dans la manière de présenter l'actualité, de présenter la politique. Maintenant, vous avez des personnes qui sur YouTube parlent de l'actualité. Mais est-ce que c'est pas plus simple d'avoir ce genre d'intervenants que d'éviter des questions des journalistes, Samuel? Je pense que c'est juste un format différent. C'est pas l'un ou l'autre, c'est juste différent. Et là, typiquement, elle a parlé d'un sujet que personne n'aborde avec Éric Zemmour. C'était sa vision des réseaux sociaux. Alors, si le but c'est de mieux s'il était raciste. Si le but c'est de mieux connaître quelqu'un, eh bien, je pense que c'était un pari gagné. On verra ce qui se passe pour la vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, je pense que on a vu dans les commentaires, les gens qui ne connaissaient pas Éric Zemmour ou les gens qui ne connaissaient pas Magali Berda ont été plutôt contents de ce reportage. Ouais, ça vous inspire quoi, Christine Bouillot? Déjà, de dire que c'est étonnant qu'il y ait des journalistes qui suivent toujours les mêmes candidats. Je vais expliquer comment ça se passe, une campagne présidentielle. Si on regarde l'agenda d'aujourd'hui, il y a à peu près 7 ou 8 déplacements par jour par candidat et différents projets. Donc ça veut dire qu'il faut être partout à la fois et essayer de suivre les candidats. Et pourquoi les rédactions font ce choix-là? Alors déjà les rédactions ne choisissent pas leurs journalistes en fonction de leurs affinités. On essaye de faire en sorte que quelqu'un suive le même candidat
candidats tout au long de la campagne, parce qu'il y a toute une organisation à mettre en place aussi, que le même jour il se passe beaucoup de choses, et que donc il faut effectivement s'organiser en termes de planning, c'est ni plus ni moins que ça. Et les gens ensuite, ils ont besoin d'avoir une entrée. Samuel est là, il travaille avec Éric Zemmour, et c'est très bien que c'est plus facile de prévenir ce qui va se passer quand on va faire une action coup de poing en disant attention, il faut que vous soyez là, que si vous savez pas qui contacter dans les rédactions. Donc ça fonctionne comme ça aussi. Ça permet aussi d'avoir une vision sur le long cours, sur l'évolution d'une campagne présidentielle également. Et puis ça permet également de poser des questions qui sont peut-être différentes de celles d'une youtubeuse et qui va dire et qui va aller au fond des questions et au fond des sujets sur tel ou tel événement ou tel ou tel. Voilà. De ce que j'ai vu, ce sont des questions très ouvertes qu'elle pose. Il n'y a pas de contradiction. Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est des questions, non? Qu'est-ce que ça vous inspire, Amine? Je suis assez d'accord avec l'idée que c'est normal qu'il y ait un journaliste qui suive un candidat pendant toute la campagne, parce qu'en fait, il y a énormément d'informations à avoir. Il faut connaître les gens, il faut connaître l'entourage du candidat. Il y a une espèce de montée en compétence qui vient progressivement, et donc on voit bien que ceux qui suivent les candidats pendant longtemps, on voit que leurs papiers sont quand même assez de qualité, ils ont des informations qui sont assez précises, ils n'ont pas besoin de remonter en compétence à chaque fois lorsqu'ils changent de candidat. Donc c'est plutôt une bonne chose, et moi je vois pas la difficulté sur ce point. Moi, de ce que j'ai vu pour elle, c'est juste une surprise en fait, c'est pas une critique. Parce qu'elle ne savait pas. Je suis d'accord, c'est une surprise. Nicolas, vous en pensez quoi? Parce qu'on a eu la semaine dernière Alex Darmon qui a fait un coup de gueule sur ça justement. Moi, d'abord, je pense que le journaliste, c'est un métier il faut le rappeler, c'est-à-dire que ça s'improvise pas et que voilà. Alors, pardon d'être un peu de l'ancien monde, mais je pense que c'est bien quand on est journaliste de pouvoir relancer quelqu'un qu'on interviewe, de pouvoir aller au fond du sujet, de pouvoir rappeler une contradiction parce qu'on a regardé le dossier avant. L'exercice dont vous parlez là, c'est pas un exercice d'information, c'est de la communication. Moi, j'ai rien contre, mais il faut le dire, c'est de la communication. Ça met plus en valeur la personne qui est interviewée que le questionnement qui lui est adressé. Mais les deux sont possibles, mais il faut simplement faire la part des choses. Là, c'était un exercice de communication qu'elle fera avec d'autres, très bien. Et puis, il faut regarder ce qui apparaît, ce qui retrait de l'information. Et manifestement, je pense qu'on manque un peu de journalistes sur cette campagne. Ouais. Et hier, c'était vraiment pas sa journée. Christiane Taubira, elle a commencé déjà dès le matin. On a commencé à lui prendre la tête sur France Info TV. Marc Fauvel l'a interrogé sur la légitimité de la primaire populaire. Ça lui a pas plu. Vous avez vu quand même les résultats de M. Jadot et de M. Mélenchon. Qui arrive juste derrière vous. Donc ça montre qu'il y avait toutes les sensibilités. Mais eux n'avaient pas appelé à voter. Parmi les électeurs. Ils n'étaient pas volontaires pour être candidats à cette primaire. Ils n'ont pas fait campagne à cette primaire. Vous comptez faire toute l'émission sur ce que pensent mes concurrents. C'est le principe d'une interview. Christiane Taubira s'est apporté du contradictoire. Mais si vous voulez parler pendant 20 minutes, allez-y. Non, c'est pas que je vais parler je peux quitter le plateau aussi. Mais si à chaque question qu'on vous pose... Oui, c'est la troisième fois. C'est le principe d'une interview, Madame Taubira. À la même question. C'est le principe d'une interview. Et oui, Marc Fauvel n'est pas Magali Berda, il a insisté. Et vous savez quoi, Valérie, le soir rebolote. Elle a été pourchassée par des journalistes, dont Paul Laroutourou de LCI, pour l'interroger sur... Christiane Taubira, vous parlez pas de Magali Berda. Oui, Christiane Taubira sur la primaire. François Hollande dit que les notes ne sont pas des votes. Qu'est-ce que vous lui répondez à François Hollande? Mais pourquoi je lui répondrais? C'est votre ancien président de la République. À ce point-là. Et oui, vous avez entendu. Je crois qu'elle a perdu les nerfs à la fin de sa journée. Pour finir, on a connu la gauche caviar dans les années 80 avec Fabien Roussel. C'est la gauche viandard. Alors, il en veut de la viande pour tous. Et pour tout le monde. C'est ce qu'il a dit hier dans C'est à vous. Pourquoi un ouvrier ou un agent de nettoyage serait obligé de manger des steaks pourris avec de l'air dedans, surgelés, etc. Pourquoi on n'aurait pas le droit à bien manger et avoir accès au bien bon. Sûr, mais parler de la bonne viande, de la viande comme vous le faites à l'heure écolo, véganisme, de cette conscience-là, en tout cas, c'est pas un propos qu'on a l'habitude d'entendre à gauche. Oui, mais ça va, écolo, ça veut pas dire ne plus manger de viande et se taper du quinoa, du tofu à chaque repas. Moi, je respecte tout à fait ceux qui sont végétariens, végétaliens, et je respecte, mais c'est pas un projet de société. On ne peut pas l'imposer à tout le monde. Et ce que disait hier Richard Ramos, le député qui se bat contre les nitrites dans le jambon, c'est qu'il y a une sorte d'inversion. Avant, les pauvres mangeaient des légumes et les riches de la viande. Et là, on est passé à l'inverse. En fait, les gens plus aisés se mangent des légumes et les pauvres mangent souvent de la mauvaise viande. Ce pauvre quinoa.
Ce pauvre quinoa. Jean-Luc Mélenchon avait défendu le quinoa, hein, je vous rappelle. Oui. Voilà. Et je pense que c'était un clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon. Hein. C'était une pique indirectement à Jean-Luc Mélenchon. Il y a un élan de sympathie autour de Fabien Roussel. Peut-être qu'on peut en dire un mot, non? Vous en pensez quoi, Amine? Non, mais ce qu'il dit à l'instant est tout à fait juste. Moi, je partage l'idée qu'une personne qui est dans des conditions modestes a le droit de bien manger, que l'alimentation saine est un droit pour tous. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Je me permettrais juste de dire que ça fait à peu près 3 semaines qu'il dit la même chose. Ce serait bien qu'on change un peu de sujet. C'est vrai qu'il parle beaucoup de viande. Il a vu que ça prenait bien, tant mieux pour lui. Mais ce serait bien qu'on change un tout petit peu de sujet. J'ai dit, on a connu la gauche caviar, c'est la gauche viandard maintenant. En termes de com, je pense que c'est intéressant parce que on a vu que Fabien Roussel avait fait un premier coup en se rendant avec les policiers en manifestation. Et là, il nous parle de ça, de la condition en fait de nombreux Français pauvres dont on parle plus et dont on parle peu à gauche finalement. Et je pense honnêtement qu'il a raison de le faire. Parce que en tout cas, ça a marqué les esprits. Et je pense que si le discours était plus répandu, ça aurait pas surpris autant et autant marqué les médias. Ça marque parce qu'effectivement, il est du Parti communiste français, mais je vous rassure, le Parti socialiste dit exactement la même chose, à la fois sur l'alimentation et sur le soutien aux policiers. On l'entend moins. On l'entend moins. Allez, peut-être, parce que c'est moins surprenant. On marque une petite pause. Vous voudrez dire un mot, Christine Bouillot, sur ce sujet dans un instant. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Amine Mbarki, élu local à Montreuil et secrétaire national du PS, et Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. On va parler de Schengen. En ce moment, le président de la République est en train de s'exprimer. Il allait à Tourcoing pour défendre une réforme de l'espace Schengen. On va parler de la police. Il y a aujourd'hui le syndicat Alliance qui a demandé à recevoir tous les syndicats, tous les candidats, pardon. La droite et la droite de la droite ont répondu oui, mais pas la gauche, ni les écolos. Alors, y a-t-il un problème avec la police pour les gens de gauche? Et puis Jordan Bardella mis en examen pour avoir qualifié trappe de république islamique. Peut-être un petit mot sur Fabien Roussel. Christine, je vous ai et Nicolas, vous n'avez pas parlé. Je disais qu'il y avait une sorte de sympathie, de mouvement de sympathie envers lui, même s'il ne monte pas vraiment dans les sondages. Alors, je dirais que c'est le candidat à gauche qui détonne. Déjà, son programme s'appelle La France des jours heureux. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais c'est surtout qu'il s'adresse finalement à cette France dite de gauche, populaire, rurale, qui aime la viande, qui aime la chasse. Il est copain avec les chasseurs, il est copain avec les bouchers charcutiers, il aime le bon vin. Il est français, en fait, quelque part. Donc, c'est vrai que pour la gauche dite classique, plutôt urbaine, plutôt bobo, c'est vrai que le schéma pour lui est un peu détonnant. Et puis il a compris aussi comment ça marchait. C'est que pour sortir des sentiers battus, il faut des formules choc, il faut des sujets qui... Voilà, et ça imprime et il continue, il avance. Notez que quand même plusieurs soutiens d'Arnaud Montebourg qui a jeté l'éponge se rallient derrière lui. Donc à surveiller quand même. Oui, si je peux dire un mot sur Fabien Roussel. Ouais, ça existe à chaque élection. C'est le candidat de la gauche préféré de la droite, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Pour l'instant, dans les sondages, en tout cas les électeurs de gauche lui attribuent pas plus d'opinions favorables que ça. Et puis peut-être expliquer que la gauche c'est pas uniquement des bobos versus des ouvriers. Enfin, je veux dire, la gauche c'est bien plus complexe que ça, bien plus global que ça. Et ça ne se caricature pas en gauche tofu versus gauche viandarde, quoi. J'ajoute que le quinoa a un très très mauvais bilan carbone. Vous savez que le quinoa ça vient du Pérou, des hauts plateaux, et qu'il faudrait on peut passer à autre chose. Allez, mais passons à autre chose avec vous, avec votre coup de gueule qui est en marge des sujets qu'on va aborder ce matin. Allez-y. Oui, je voulais simplement rappeler que depuis le 20 janvier, les inscriptions à Parcoursup sont ouvertes de nouveau. Et que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je continuerai à le répéter, puis je sais que certains candidats à la présidentielle se sont mobilisés sur le sujet. Il est plus qu'urgent d'arrêter ce scandale permanent qu'est Parcoursup, qui revêt une particularité cette année, puisqu'il va toucher la génération de lycéens qui passeront leur bac après 2 ans de Covid. 2 ans de digital, 2 ans d'enseignement à distance, 2 ans d'enseignement fracturé. Et je reviens pas sur ce qu'est Parcoursup et sur ce que ça crée comme tension, comme stress dans les familles auprès des élèves. Je reviens simplement sur ce que ça dit de la responsabilité des adultes. Pendant des années, on dit à des enfants, depuis la classe primaire jusqu'au lycée, que c'est en étudiant à l'école, en ayant de bons résultats, qu'ils deviendront quelqu'un dans la vie.
Et puis à la fin, quand on arrive au moment du bac et de choisir son orientation pour des études supérieures qui seront déterminantes dans la vie professionnelle, alors les adultes s'effacent et laissent leur place à un algorithme. Moi, je pense que ça en dit long sur la manière dont nous construisons notre société et dont les adultes finalement laissent leurs responsabilités à d'autres. Je trouve ce sujet majeur et je préférerais qu'on parle de ce sujet parmi d'autres, mais de ce sujet en particulier, plutôt que de tous les autres qui sont sommaires de cette émission. Franchement, c'est structurant pour la société et déstructurant pour nos jeunes. Et je pense que notre jeunesse aujourd'hui est en danger majeur de désocialisation et de sécession parce que nous ne nous en occupons pas. Et je ne comprends pas pourquoi ce sujet, ce débat, n'est pas au centre du débat d'élection présidentielle. Je sais pas, peut-être nous le... Moi, j'applaudis. Oui. Oui, Christine Bouillon. Je rejoins complètement Nicolas sur le fiasco. Enfin, je sais pas, même pas un fiasco, mais cette usine qui est Parcoursup. Le problème, c'est que APB n'était pas mieux juste avant. On a cru remplacer quelque chose qui ne marchait pas par quelque chose qui allait un peu marcher, mais on s'aperçoit que c'est plus complexe que ça, que l'algorithme effectivement est tout puissant dans cette procédure et que les lycéens arrivent aussi au bout d'une procédure. Je rajouterai quelque chose à ce que vous avez dit, Nicolas. Après 2 ans de cours en distanciel, en alternance, avec des profs qui ne sont pas là eux-mêmes, qui peuvent pas assister aux cours parce que ils sont qu'à contact. Bref, après 2 ans de scolarité quand même chaotique, avec une réforme du bac qui ne marche pas. Aussi, il ne faut pas l'oublier. Une réforme du bac qui voilà, c'est même triple peine, parce qu'on leur demande en gros dès la fin de seconde de faire des choix pour l'ensemble de leur vie aujourd'hui, et Dieu sait si c'est compliqué à 15 ou 16 ans, et avec des parents qui sont somme toute beaucoup éloignés, en tous les cas démunis devant des fonctionnements les prérequis n'existent pas aujourd'hui, et dans les classes supérieures, dans l'enseignement supérieur, on commence seulement à s'en inquiéter. Imaginez que dans les classes scientifiques post-bac, après le bac, on s'est aperçu que les filles ont disparu des écrans radars dans les carrières mathématiques et scientifiques, parce qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, elles n'osent plus, et avec la réforme du bac, aller vers ces carrières scientifiques. En 2 ans, on a effacé à peu près 20 à 30 ans de problématiques sur les filières scientifiques. C'est une catastrophe. Il faut citer peut-être la ministre de l'enseignement supérieur qui est quand même... La réforme du bac, c'est Blanquer, et elle, c'est Vidal. Elle a un bilan qui est contesté, contestable. Et qui est, voilà, il y a un très bon papier dans Le Monde. Si vous voulez absolument. Une ministre de l'enseignement supérieur accusée de ne pas avoir défendu les étudiants, c'est un petit peu embêtant quand même. Sur Parcoursup, simplement sur Parcoursup, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas autant de signalements de la part des étudiants. Bien sûr. Moi, ce que je vois, c'est que on utilise un algorithme. Ce qu'on doit savoir, c'est que si on utilise un algorithme, on doit savoir les limites de l'algorithme. On doit faire en sorte qu'il y ait de l'humain qui prenne la main dans les limites de l'algorithme. On ne peut pas se débarrasser de l'humain en disant on met un algorithme à la place. Et on a l'impression que c'est ce qui est fait aujourd'hui, parce que sinon, on n'aurait pas autant d'étudiants qui disent qu'ils ont du mal à avoir des contacts avec les gens. Ça, c'est premier. C'est avant même de mettre en place un algorithme. On doit le savoir qu'en fait, il va y avoir des limites et qu'il doit y avoir de l'humain derrière. Bien sûr. Amine, j'imagine que vous partagez ce constat. Ce qui est terrible, c'est, évidemment rien à voir, mais c'est un petit peu aussi comme pour les maisons de retraite, c'est-à-dire, les EHPAD, c'est-à-dire que tout le monde est au courant des problèmes et qu'il faut qu'il y ait un scandale ou qu'il y ait un livre enquête pour qu'on se décide à réagir et à enquêter. Pardon. Ça fait plusieurs années depuis la création de Parcoursup que nous, au Parti socialiste, on demande la suppression de cet outil qui, en vérité, ne permet pas de faire des vrais choix pour les lycéens, qui est extrêmement stressant effectivement pour les familles et qui n'apporte pas la solution qu'on voulait apporter, c'est-à-dire une meilleure orientation des élèves vers les filières de l'enseignement supérieur. Donc il faut le supprimer tout bonnement et repasser à un système où les élèves peuvent candidater auprès des universités qu'ils souhaitent avec des critères très précis, etc. Mais qu'on ne confie pas effectivement l'avenir des jeunes à un algorithme. C'est pas possible. Stéphane nous dit c'est surtout que l'algorithme est surveillé par la CNIL car l'opacité est de mise. Vous voyez, vous critiquez nos sujets, Nicolas Corato, mais les coups de gueule et les coups de cœur sont faits pour ça aussi, pour ouvrir mais c'est pour ça, et proposer. Mais c'était une critique constructive. Oui, voilà, mais on en a parlé. Christine, c'est un coup de gueule d'actualité, puisque les Jeux de Pékin vont démarrer vendredi, oui. Demain, il y a les épreuves de qualification, notamment en ski de boss. On suivra ça puisqu'on a une Française championne olympique. Ça, c'est le côté sportif et moi, l'amoureuse de ces disciplines, dans tous les cas du sport en général. Mais on va surtout découvrir encore une fois l'absurdité de la sélection des candidatures des villes au JO de Pékin, qui va être la première ville au monde et dans l'histoire à organiser à la fois les Jeux d'hiver et les Jeux d'été. C'était jamais arrivé. Moi, je ne savais pas que Pékin était une station de sport d'hiver, mais bon, voilà. Donc, en fait, les compétitions de ski alpin se déroulent après
de 200 km de la capitale. Donc il y a plusieurs polémiques qui vont s'installer autour de ces Jeux. Alors des villes comme ça, il y en a déjà eu. Il y a eu Pyongyang en Corée du Sud, il y a eu Sochi en Russie. 100% des épreuves de ski alpin, en tout cas de ski tout court, vont être faites sur de la neige artificielle. Ça n'était jamais arrivé. C'est invraisemblable. Il a fallu des mois pour faire arriver et faire tourner à plein régime les canons à neige, avec des ressources en eau qui sont quand même pas exponentielles dans ces régions-là, stockées dans d'immenses bassins et acheminées par des kilomètres et des kilomètres de canalisation. Donc ça, c'est la polémique environnementale. Il y a la polémique Covid. On a tous vu ces images hallucinantes de nos confrères journalistes arrivés à Pékin complètement dans une bulle avec ces robots qui servent même les repas et le café où personne ne doit se toucher et donc le public sera totalement absent. Et puis il y a la polémique diplomatique puisque il y a plusieurs pays, États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, qui ont décidé de boycotter. De ne pas envoyer de représentants diplomatiques, alors pas un boycott sportif, mais un boycott diplomatique. La France, elle, fait de l'entre-deux, c'est-à-dire que a priori la ministre des Sports va aller aux Jeux, mais soutenir nos athlètes. Donc a priori, elle ne sera pas dans le stade olympique pour la cérémonie d'ouverture. C'est un peu faux cul, pardon c'est un peu comme ça. En même temps. Dire qu'on n'est pas d'accord. Oui, c'est du en même temps. Et moi, j'ai une pensée pour nos athlètes qui sont au milieu de tout ça, souvent à qui on demande de prendre position. Je rappelle qu'ils sont d'abord là pour pratiquer leur discipline ou leur métier pour certains. Mais moi, je pense qu'il est vraiment grand temps d'une immense réforme des instances sportives, plus de transparence sur l'attribution de ces compétitions. La prochaine polémique, c'est les Jeux. C'est le Qatar, la Coupe du Monde. C'est le Qatar avec la Coupe. Exactement. C'est effectivement d'un point de vue écologique. Si on se penche que sur le point de vue écologique, il y a beaucoup à dire. Vendredi, on recevra Philippe Candeloro et le patron des sports de France Télévisions, Laurent-Éric Lelay, pour évoquer tous ces sujets. Amine Barki, votre coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est l'annonce qui a été faite hier publiquement de la venue d'Éric Zemmour à Montreuil la semaine prochaine pour une émission sur une chaîne concurrente et débattre, soi-disant, avec des dizaines de Françaises et de Français, donc d'habitants de la ville. Évidemment, qu'on soit clair, Éric Zemmour a le droit de s'exprimer autant qu'il le souhaite, ou il le souhaite, c'est pas le sujet. Moi, mon sujet, c'est l'instrumentalisation de la banlieue dans cette campagne présidentielle. À chaque fois que les candidats de droite, d'extrême droite, se penchent sur la question de la banlieue, c'est pour la caricaturer, c'est pour l'utiliser à des fins de buzz, c'est pour parler des sujets qui ne sont absolument pas ceux qui préoccupent les habitants de banlieue, et à partir de là, apporter des solutions parfaitement à côté de la plaque. Et donc là, encore une fois, ça a été le cas avec Drancy il y a quelques semaines, on essaie de faire du buzz sur le dos des banlieues, sur le dos de ces 5 millions de personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville et qui souhaitent vivre mieux. Et vivre mieux, c'est pas les dépeindre comme on les dépeint aujourd'hui dans le débat public, c'est pas les caricaturer comme on le fait, c'est pas les utiliser à des fins de buzz. Et je sais qu'Éric Zemmour souhaite venir dans cette ville pour un petit peu marquer aussi ce coup médiatique. Il a parfaitement le droit de faire ce qu'il le souhaite. On ne rentrera pas dans son jeu. Mais vous jugez par exemple que le reportage sur Roubaix était caricatural? Non, je distingue totalement ça. Il y a d'un côté un reportage sur Roubaix qui pointe des difficultés réelles qu'il faut combattre vraiment. Et l'islamisme radical gangrène une partie des banlieues, il faut le dire, il faut le combattre. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet d'Éric Zemmour? Non, Éric Zemmour, c'est d'abord des fins politiciennes. C'est-à-dire que, au fond, s'il avait des propositions et des solutions qui parlaient aux habitants de ces banlieues, on aurait pu imaginer que ce discours soit audible. Là, ce qu'il va faire, c'est-à-dire venir dans une émission spéciale, dans une forme de buzz, n'est fait qu'à des fins politiciennes. C'est ça que je dénonce. Oui. Alors, peut-être que là, ici, on a un porte-parole d'Éric Zemmour. Moi, ça me fait penser à quelque chose quand vous dites ça, c'est que on a l'impression que quand on parle des banlieues, il faudrait qu'on s'adresse qu'aux personnes dans les banlieues, que ça ne concernerait pas la France en général. Sauf qu'en fait, il y a des investissements publics qui sont faits dans les banlieues, beaucoup d'argent qui est dépensé dans les banlieues, et les Français en général doivent savoir ce qui s'y passe et ont le droit d'en parler. On a l'impression parfois qu'on parle des banlieues comme si, en fait, on devrait parler qu'à la population qui habite et que les gens autour, dans tout le reste de la France, n'auraient pas le droit de donner leur avis sur ce qui s'y passe. La réalité, c'est qu'on sait bien ce qui se passe. Il y avait le reportage de Roubaix, on en a parlé, sur Roubaix sur M6. L'idée, c'est que maintenant, un maximum de Français se rendent compte qu'il y a une explosion de l'insécurité.
pas que dans les banlieues, mais notamment dans les banlieues. Qu'il y a un problème avec l'islamisation d'une partie de la France, et notamment dans les banlieues. Que la politique de la ville a été, donc c'est de l'argent public qui a été dépensé dans les banlieues en nous expliquant que ça allait améliorer la situation pendant des années. Et ça l'a amélioré en partie. Cet argent public, c'est l'argent des Français. Oui. Et en fait, ça n'a pas été efficace. C'est ce que dit Éric Zemmour. Aujourd'hui, pendant des décennies, il y a eu une politique de la ville. Et Éric Zemmour, maintenant, il veut faire une politique de la campagne, politique de nos campagnes. C'est pour ça qu'il a proposé une bourse des naissances. La bourse de naissance, ce sera 10 000 € pour un nouvel enfant né dans la ruralité. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour enfin qu'on s'occupe de la ruralité, cette France des oubliés, cette France des méprisés, notamment par Emmanuel Macron, qui ne s'occupe pas du tout de la France rurale. Et il fait ça également pour redonner de la vie dans la ruralité, parce que on sait qu'il y a une désertification médicale, donc il y a des déserts médicaux. On sait qu'il y a des services publics qui disparaissent. On sait aussi qu'il y a des jeunes qui ne vont plus s'installer là-bas. Donc c'est quel rapport avec Montreuil, par exemple? Le point important, c'est qu'en fait, il faut avoir une vision globale de la France. Et que souvent, on se dit, il y a les banlieues d'un côté, et puis il y a le reste. Non, et on traite le banlieue en particulier. C'est pas qu'il faille avoir une vision globale. Évidemment, je suis pas d'accord avec le fait que l'investissement de la politique de la ville ne sert à rien. Venez dans le quartier Bel Air de Montreuil. On a refait tout le quartier. Ça a duré 20 ans, mais ça a changé la vie des gens, ça a changé leur logement, ça a changé leur quotidien. Non, ce que je dénonce ici, c'est pas le fait qu'il parle de la banlieue. Il a parfaitement le droit. C'est le fait de venir dans le cadre de l'émission telle qu'elle est proposée et attendre le buzz. C'est la France dans les yeux, je crois, ou quelque chose comme ça. La France en face, j'ai pas le titre exact, qui est sur BFM et qui a comme objectif, un peu comme ça a été fait sur Morandini, de venir un petit peu bousculer les choses et attendre une provocation. Je le dis ici, il n'aura pas le droit à ce plaisir. Bon, oui, alors on va marquer une petite pause parce que c'est l'heure de la pub et je vous donne la parole tout de suite après. Les débats avec vous et avec Nicolas Corato, Christine Bouillot, Amine Mbarki et Samuel Lafont. Nicolas, vous vouliez, Nicolas Corato, répondre à ce que nous disions précédemment à propos d'Éric Zemmour à Montreuil. Donc ce sera sur BFM, je vais repréciser, c'est une émission qu'a faite Valérie Pécresse depuis la Corrèze, donc le candidat choisit, je pense, son lieu où on l'invite, en tout cas dans un lieu qui concerne. Éric Zemmour a grandi à Montreuil, d'où le choix de Montreuil. Alors allez-y, Nicolas. C'est formidable. Moi, c'est pas tant le choix d'Éric Zemmour qui me dérange que cette mise en scène qu'on voit de plus en plus de chaînes de télé en chaînes de télé sur notamment la banlieue. Je rejoins ce sujet. La banlieue, c'est pas un décor. Et les habitants de banlieue sont pas des gens qui vivent dans un zoo. Sont des Français comme les autres, avec les mêmes droits que les autres. Ils sont 5 millions, vous l'avez dit. Et peut-être pour répondre à des chiffres qu'on voit arriver de je ne sais pas d'où, rappeler que ces 5 millions de personnes, de Français, qui représentent 7,5% de la population française, finalement représentent 1% de l'effort budgétaire de l'État. Moins de 1% de l'effort budgétaire de l'État. Les banlieues, c'est pas un puissant fond. La vraie question qu'on pourrait se poser... Justement, on a quand même investi beaucoup dans les banlieues. Eh bien non, Valérie, vous voyez, c'est une idée reçue et je vous amène à regarder l'étude de l'Institut Montaigne, qui n'est pas un institut d'islamo-gauchiste, qui a fait une étude très poussée sur les aides sociales en banlieue, où vous verrez notamment que, par exemple, dans le 9-3, c'est peut-être un des départements où on fait le moins appel au RSA. Il y a beaucoup d'habitants dans le 9-3 qui n'ont pas recours au RSA. Non, mais c'est intéressant à noter pour voir un peu quelle est notre perception parfois faussée d'une réalité sociale, d'une réalité budgétaire. Donc, je dis simplement que la vraie question, et j'espère que Éric Zemmour y répondra ce soir, c'est quels moyens on met pour la banlieue et quels moyens on met pour les gens qui y vivent. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans ces territoires et qui ne sont pas uniquement des gens instrumentalisés pour que d'autres électeurs qui habitent ailleurs votent pour votre candidat. Quand on va dans un endroit et quand on est candidat à la présidentielle, on vient avec des solutions pour les gens qu'on vient rencontrer. Pas uniquement pour les citer en exemple ou pour les instrumentaliser. Et c'est valable pour tous les candidats, bien entendu. D'abord la sécurité, la tranquillité et la paix. D'abord, parce qu'effectivement, on a dépensé des fortunes. Parlez aux gens de Montreuil, ils vous parleront d'emploi, de pouvoir d'achat et peut-être de santé publique. Des fortunes dans les banlieues. Mais d'abord, pour vivre libre, vivons en sécurité. D'abord. Et la réalité, c'est qu'on a dépensé des fortunes sans avoir autant de résultats. Parce qu'on peut très bien dire qu'en fait, on peut dépenser plus, on peut dépenser toujours plus, mais il faut regarder les résultats en face. Et en fait, ce sont les Français qui payent, il n'y a pas d'argent magique. Non, alors Christine, peut-être un mot sur ce qui alors moi, le mot banlieue me gêne toujours quand on utilise ce mot-là, parce qu'on met tout le monde dans la banlieue à partir du moment où vous êtes... de quelle banlieue parle-t-on ?
déjà, pour commencer. Il y a banlieue et banlieue. Il y a des banlieues que l'on connaît difficiles. Il y a des banlieues sur lesquelles il y a des problématiques que les élus locaux connaissent parfaitement. Alors effectivement, elles sont ciblées par l'actualité, notamment l'actualité dont on parle, c'est la sécurité en premier lieu. Mais à chaque fois, on ramène la banlieue à ces sujets-là. La banlieue, c'est des jeunes qui étudient, c'est des familles qui veulent effectivement pouvoir parfois même en sortir et partir de là. Il y a des gens qui veulent y habiter, il y a des gens qui veulent aussi y investir. Et il y a des banlieues qui sont en périphérie des grandes villes où on ne se sent pas forcément ostracisé, et malheureusement on va parler des mêmes sujets. Je présume que dans l'émission d'Éric Zemmour, on va être auto-centré sur les mêmes sujets qui sont le fonds de commerce de l'actualité et du programme électoral d'Éric Zemmour. Donc on va pas parler de développement économique, d'accès à l'emploi, d'accès à l'éducation. Il sera face à des Français. Je pense que BFM, la forme qu'on a pu voir avec Valérie Pécresse, c'était un panel relativement est-ce que lui va s'adresser aux électeurs de Montreuil? Je ne suis pas sûre. Si, c'est le principe de l'émission. Je ne suis pas sûre. C'est le principe de l'émission. En tout cas, s'il n'y a rien d'innocent à faire cela à Montreuil, et on sait bien que dans ce genre d'émission, si c'est pas une réunion publique, il y a un côté, on recherche le buzz, y compris la provocation qui est recherchée. C'est ça que je dénonce, et c'est ça que je dis qu'il n'aura pas. Bah écoutez, vous avez prévu de faire on a prévu de faire un rassemblement devant la mairie le 8 février prochain. Mais c'est pas antidémocratique d'empêcher Éric Zemmour, un je candidat dis très de venir. clairement, il peut faire ce qu'il veut, il peut le dire où il veut. Je dis juste, je dénonce le fait qu'il recherche le buzz à travers le fait de faire cette émission en banlieue. Il aurait pu aller à Roubaix ou à Aubervilliers. Non, c'est la méthode, c'est pas le fond. Le droit de manifester est constitutionnel. Voilà, ce qui est illégal, c'est d'empêcher les manifestations, mais le droit de manifester, c'est constitutionnel. Et de manifester contre la venue d'un candidat. Oui, mais il faut que le peuple s'exprime. De Ligné, je prends pas parti, je parle d'une manière générale. Quand on empêche Charb, la lecture d'une pièce de Charb, vous trouvez ça bien? Valérie, vous n'allez pas nous faire non, franchement, vous n'allez pas faire ce parallèle-là. C'est pas honnête. Là, on parle de la venue d'Éric Zemmour à Montreuil. Qu'il y ait des gens qui manifestent contre la venue d'Éric Zemmour à Montreuil, c'est leur droit, c'est un droit constitutionnel. Et on a le droit de manifester aussi contre la venue de la lecture d'une pièce de Charb. Dans le respect de l'ordre public, toutes les manifestations sont autorisées. Voilà, c'est un principe constitutionnel et républicain. Et nous, à Montreuil, on ne demande pas qu'il ne parle pas au nom du maintien de l'ordre public. Vous venez protester contre... Et d'ailleurs, pas devant le studio ou le lieu où ça sera fait, ça sera devant la mairie, c'est symbolique aussi de me rappeler quelques valeurs qui sont positives, qui sont celles de Montreuil et qui sont exactement celles que Éric Zemmour ne défend pas. Éric Zemmour tient un nouveau meeting à Lille ce week-end, ce samedi. Est-ce que vous avez vu les menaces? On ne parle pas de manifestations pacifiques avec des fleurs. Hein. Oui, c'est des gens qui veulent en découdre, qui veulent frapper. Et ça, on est d'accord, c'est pas normal. Qui viennent pour taper, pour essayer d'empêcher que le meeting soit tenu. Donc il faut arrêter de se mentir là-dessus. C'est pas des manifestations pacifiques pour dire un désaccord. C'est des manifestations violentes pour essayer d'empêcher que se tienne un meeting. C'est pas la même chose. Quand c'est dans ce cadre-là, on le dénonce. Toutes les violences sont à dénoncer, celles qui se passent dans les meetings comme celles qui se passent à l'extérieur des meetings. Absolument, mais je suis d'accord avec vous. Samuel Lafont, on n'a pas entendu votre coup de gueule. Ah oui, un coup de gueule, à mon avis, sur un sujet fondamental pour les semaines qui viennent. C'est cette vraie fausse campagne du vrai faux candidat Macron. Alors, il n'y a pas que lui qui refuse les débats pour la présidentielle, mais on a quand même un président en place qui fait tout comme s'il était candidat, qui profite de l'argent public pour faire campagne. Vous allez me dire, c'est pas le premier. Mais la réalité, là, c'est qu'Emmanuel Macron a fait un pari. Il a fait le pari que le sujet du Covid allait durer jusqu'en avril. Oui, enfin là, on voit que c'est en train de se... Justement, il a perdu son pari sur ce sujet-là. Il essaie de trouver de nouveaux sujets pour se maintenir dans sa position de président et sans faire campagne, sans débattre. Arriver au premier tour, parce que lui... aucun candidat n'a débattu, aucun candidat président n'a débattu au premier tour. Mais là, on a véritablement un sujet, parce que on voit qu'Emmanuel Macron, dans son quinquennat, il a été extrêmement méprisant avec les Français. On a la crise des Gilets jaunes, on a Emmanuel Macron qui explique qu'il emmerde une partie des Français. Et en fait, là, il se met dans une position, il reste dans son trône, et il attend une seule chose, c'est lui pense au second tour. Il imagine qu'il n'est même pas candidat au premier tour de certaine manière. D'ailleurs, certains de vos collègues, on le voyait dans le Canard enchaîné, qui le moquent, qu'il ne serait candidat qu'au second tour dans sa tête. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on va de plus en plus, on se rapproche de l'élection présidentielle, et on a notamment Emmanuel Macron, mais également d'autres candidats,
qui refusent de débattre, qui ne veulent pas d'échange d'idées. Je trouve ça assez particulier, d'autant qu'en plus vous faites référence à Anne Hidalgo qui a dit qu'elle ne débattrait pas avec Éric Zemmour. Mais pas qu'Anne Hidalgo, en fait, il y a de nombreux candidats qui refusent de débattre. D'ailleurs, Éric Zemmour le dit souvent, là je vais parler pour lui. Éric Zemmour est toujours prêt au débat, on l'a vu face à Jean-Luc Mélenchon encore récemment, on a vu que ça sert à quelque chose de débattre. Parce que quand il a débattu face à Jean-Luc Mélenchon chez Cyril Hanouna, ça a révélé une facette de Jean-Luc Mélenchon qu'une partie des Français ne connaissait pas. C'est-à-dire quelqu'un de colérique, de relativement agressif. Donc ça sert à quelque chose, ça dévoile des idées, ça dévoile des personnalités. Et je pense que pour le débat démocratique, pour les Français, il est intéressant qu'on ait un maximum de débats. Voilà. Avant l'élection présidentielle. Alors vous allez pouvoir réagir, c'est un sujet intéressant. On y revient dans un tout petit instant, on marque une pause sur Sud Radio et on se retrouve avec vous. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc Samuel Lafont, votre coup de gueule contre la vraie fausse campagne d'Emmanuel Macron. Moi je ne sais pas si ça intéresse vraiment les Français de savoir quand, je vois que c'est un grand fantasme journalistique, quand va-t-il se présenter. Mais vous évoquez surtout le débat et c'est là-dessus Christine voulait... La question c'est pas c'est ça. Ouais. La question c'est pas c'est sur le débat, c'est le débat. C'est est-ce qu'il va entrer dans l'arène. Voilà. Christine, il est déjà dans l'arène, hein, Samuel. Ou alors on voit pas les mêmes choses. Hein. Il répond déjà, il fait déjà, on va dire des incursions dans la campagne électorale à tous les sujets et à chaque fois il est dans le débat aussi, hein, au même titre. Et puis après il choisit son timing. On peut pas reprocher à Éric Zemmour de choisir son timing, d'aller à tel endroit. Enfin, votre candidat, il choisit son calendrier. Donc si Emmanuel Macron est candidat à sa succession, il a le droit de choisir son moment, son heure, son sujet. Il n'y a rien de nouveau dans cette histoire-là. Je comprends même pas qu'on pose cette question-là. Quant au débat, il aura lieu. Rassurez-vous, il aura lieu. C'est une évidence. Mais c'est une évidence, bien sûr. Le débat de premier tour, non? C'est pas une le premier tour. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on veut absolument... Honnêtement, vu le niveau des débats à la télévision entre les candidats, je suis pas sûr que les Français s'y retrouvent. Ce qui est sûr, c'est que le débat qu'on avait vu entre tous les candidats... Il y a 17 candidats aujourd'hui, ou 20. Le débat qu'on a vu au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, qui était le premier sur ce format-là, il était cacophonique, personne n'a rien compris, c'était pas très pertinent. Non, sur Emmanuel Macron, il a aucun intérêt à se déclarer tôt. Ouais. Il est à 24 dans les sondages, 24%. Il a une notoriété qui est maintenant complète. Au fond, il le fera que quand il en aura besoin. Et moi, à mon avis, c'est qu'il le fera très tardivement. Sur la question des débats. Alors non, mais il y a deux choses. Sur la question des débats, c'est évident que pour nous, qui défendons une candidate à l'élection présidentielle, on souhaite pouvoir débattre avec lui. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, ou que par médias interposés, mais sans qu'il y ait une forme d'échange. Ça pose un problème. Ça, c'est sûr. Et à l'inverse, le débat qu'il y a eu entre les 5 premières personnalités dans les sondages en 2017 avait été, de ce point de vue-là, très intéressant. Mais l'autre sujet, c'est le débat que Samuel Lafont a expliqué sur est-ce qu'il faut débattre ou non avec Éric Zemmour. Je rappellerai quand même qu'en 2002, quand Jacques Chirac a refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, toute la classe politique et tout le monde avait expliqué que c'était parfait, que c'était exactement ce qu'il fallait faire, etc. Nous aussi, on a une volonté de dire... Éric Zemmour a tenu des propos parfois extrêmement choquants, parfois extrêmement violents. Il y a sans doute d'autres propos qui le sont moins. Et que, compte tenu de ces positions-là, pour nous, c'est pas une position sur laquelle on est capable d'avoir un débat sain. Et on renvoie les personnes sur une forme d'identité, alors que ce que nous on souhaite, c'est qu'on puisse parler des sujets de fond. Et ça pour moi, je comprends qu'on ne souhaite pas avoir ce débat-là avec Éric Zemmour ou l'extrême droite de manière générale, ce qui a toujours été le cas dans tous les débats d'élection présidentielle. Alors, Nicolas Corato, vous n'avez pas entendu sur ce sujet? Oui, c'est un sujet, je pense que les lignes ont bougé sur ces sujets-là. D'abord sur le fait que le président sortant doit débattre. Moi, on est quand même allé prendre une leçon de démocratie au Parlement européen, hein, où il s'est présenté en tant que président de la française de l'Union européenne. Il a été obligé de débattre avec ses contradicteurs français. Il a fallu aller en Europe pour prendre une leçon de démocratie, alors que nous n'arrêtons pas de dire que l'Union européenne est un déni de démocratie. Ben voilà, nous avons regardez ce qui se passe à la Chambre des communes en ce moment avec Boris Johnson, qui est obligé de rendre des comptes quasiment sur le moindre verre de champagne qu'il a bu à Downing Street. Je pense qu'on a des choses à apprendre des autres démocraties, que il n'est pas normal en 2022 qu'on se contente que le président sortant sorte de sa réserve au dernier moment pour daigner se mettre dans le débat politique. Je pense que ce temps-là est révolu. Autant j'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans, mais je pense que tout ça est fini et que les Français doivent passer à autre chose et être un peu plus matures, nous, je veux dire, en tant que citoyens, politiquement. Et une chose sur Zemmour. Moi, sur Zemmour, je pense que c'est pas très compliqué d'être plus républicain qu'Éric Zemmour, et qu'à partir du moment où il aura ses signatures, de le considérer comme un candidat parmi d'autres. C'est pas un candidat comme les autres, c'est un candidat
parmi les autres. Moi, je pense qu'effectivement, sa particularité, c'est qu'il se situe aux franges de la République, voire que sur certains aspects, il n'est pas républicain. Eh bien, débattons avec lui et faisons comprendre à nos concitoyens dans quelle marge et dans quel état de l'extrême droite il se situe. Et je pense que c'est plutôt bien de débattre avec lui à partir du moment où il correspond à un schéma de candidat qui a ses candidatures, qui a ses parrainages, pardon. On a un auditeur qui nous dit, si les positions de Zemmour sont si caricaturales, pourquoi n'allez-vous pas l'écraser en débat? C'est de la lâcheté, de la peur. Non, mais il y a des débats, juste pour répondre à ça. Il y a des débats dans lesquels on est en mesure de défendre ses arguments et effectivement, je rejoins ce qui a été dit, c'est pas très difficile de montrer qu'il est aux marges ou quasiment de la République. Simplement, sur le format et sur la manière dont ces débats sont menés, il est là beaucoup plus difficile de ne pas être dans des positions caricaturales. Regardez les débats, comment ils sont menés depuis le début de cette élection présidentielle, à coup de buzz et à coup de petites phrases. Forcément, les petites phrases et le buzz, ça arrange l'extrême droite, ça arrange la caricature. Donc venir avec des idées rationnelles et venir défendre l'idée que oui, la République, ce n'est pas ce qu'Éric Zemmour propose, au bout d'un moment, ça ne rentre pas dans ce cadre-là et pour nous, c'est plus préjudiciable qu'autre chose. Je vais vous dire, moi, je voudrais quand même que les candidats n'oublient pas... Attendez, Éric Zemmour, c'est le candidat de l'Union des droites. Je trouve qu'on le caricature. Là, on parle de caricature. Les caricatures, c'est de dire qu'il ne serait pas républicain ou de dire qu'il serait d'extrême droite. Non, Éric Zemmour, c'est le candidat de l'Union des droites. Pourquoi? Parce que c'est le seul à pouvoir faire l'Union des droites ce que disent les candidats pour gagner en 2022. Personne pour avoir passé un peu de temps hier à n'est pas l'extrême droite. Les militants LR, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est le seul à faire l'Union des droites. Pourquoi? Parce qu'il sait que tous ensemble, on peut gagner en 2022. Valérie Pécresse, mais vous faites l'union des droites, c'est un candidat d'extrême droite. Ne peut pas le faire, et Marine Le Pen ne veut pas la faire. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de droite Si, justement, on l'a vu dès le début. Vous savez, il y a des gens, moi j'ai commencé la campagne en mars l'année dernière. Au tout début, certains Français nous disaient, certains commentateurs plutôt, nous disaient, il a aucune chance, il ne pourra même pas être candidat, etc. Il restera à 3%. Bon, on les a fait mentir à plusieurs reprises. La réalité, c'est que l'électorat d'Éric Zemmour aujourd'hui, c'est environ, il y a des évolutions, mais un tiers d'électeurs de Marine Le Pen, un tiers d'électeurs de François Fillon, un tiers d'abstentionnistes. C'est comme ça, en gros, l'électorat d'Éric Zemmour. On voit que dans les derniers sondages, Éric Zemmour est le seul à avoir une dynamique. On voit qu'il est le seul à pouvoir faire des meetings aussi grands. C'est-à-dire que les Français veulent le voir, veulent l'écouter. On voit que dans ces émissions, l'audience est toujours record. Attendez, vous allez répondre. L'audience est toujours record. Alors, à mon avis... Moi, après, il y a le buzz et le vote. Mais si j'étais un de ses concurrents, je me dirais... Bon, quand même, on ne peut pas balayer ça du revers de la main et de se dire qu'en fait, on ne doit pas débattre avec lui parce que ce ne serait pas un candidat comme les autres. Non, c'est faux, en fait. J'ai envie de dire, venez débattre avec Éric Zemmour. Alors, Christine Bouillot. Non, mais pardonnez-moi, mais quand on va sur le terrain, ce que j'ai fait hier, voilà, c'est mon boulot, avec des candidats et des militants LR, non encartés pour certains, mais qui sont de sensibilité, quand ils entendent Éric Zemmour, c'est le candidat de l'Union des droites, ils disent non. Ils vous disent non, Samuel. Ils sont pas d'accord. Ils n'ont pas envie de ça. Ils vont pas dire l'inverse. Mais les gens, mais c'est que ce soit Pécresse ou si ça avait été Xavier Bertrand, pour eux, c'est pas le même. Pour eux, ils font la différence entre le candidat Zemmour et le candidat des Républicains. C'est Valérie Pécresse aujourd'hui. Agnès Séverine, porte-parole de Valérie Pécresse, a expliqué que pour ça, c'est une. Pardonnez-moi. La dynamique dans l'électorat, pour l'instant, pour que je sache, Éric Zemmour ne s'est jamais présenté à une élection. Donc le moment de vérité, ça sera le 10 avril et on verra effectivement comment il a mené une campagne et quelle a été la réponse des électeurs. Non, donc pour l'instant, on se base sur les sondages. Oui, sur les sondages, mais dans les qui sondages ne sont pas en dynamique. Pour l'instant, il est toujours quatrième. Non, il est toujours quatrième, mais c'est le seul à progresser dans notre ligne hier. Alors je répète ce que Frédéric Dabi nous dit, c'est l'instant T, à un moment précis. C'est 0,5%. C'est le seul à prendre 0,5% hier. Donc il est à 14 dans notre rolling IFOP pour Sud Radio. On peut parler d'une dynamique par rapport à une Pécresse qui perd 0,5 ou à des candidats qui ne bougent pas. C'est dans ce sens-là qu'il y a... après, vous avez raison que c'est à la fin qu'on pourra calculer... Comme disait Chirac. Juste un point. Pardonnez-moi. C'est intéressant ce que vous avez dit parce que vous savez qu'une porte-parole de Valérie Pécresse, Agnès Séverine, a parlé de base radicalisée chez les LR en faisant une différence entre les militants, les électeurs et... l'état-major, de certaine manière. Moi, je pense qu'il y a une véritable déconnexion aujourd'hui entre la tête du Parti républicain et l'électorat. Et que si déjà des militants LR, parce qu'on a de plus en plus de militants LR, de cadres LR, il y a Guillaume Pelletier évidemment, mais on a de plus en plus de militants LR qui, lorsqu'ils reçoivent leur courrier de relance pour les républicains, disent non, moi je soutiens Éric Zemmour et qui rejoignent leur conquête, on en a tous les jours et de plus en plus. S'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Et donc, effectivement, on a une dynamique parce que Éric Zemmour, c'est celui qui met des Français dans ses meetings, qui rassemble des Français.
qui fait en sorte que les Français y croient à nouveau. Ils croient à nouveau, c'est important en politique en fait. Ils se disent on peut changer les choses. Ouais. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le seul candidat. Je suis désolé, mais Éric Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale. Je ne pense pas qu'une majorité de Français souhaite un président de la République condamné pour incitation à la haine raciale. Alors, Nicolas. Non, mais on était parti de faut-il d'abattre avec Éric Zemmour, et là on rentre dans la cuisine très politicienne de la droite extrême et de l'extrême droite. Je suis pas un spécialiste, moi je laisse ça à Samuel Lafont, qui connaît ça manifestement mieux que moi, et je suis pas sûr que ce soit ça qui intéresse les Français ni vos auditeurs. Le vrai sujet... De savoir si on débat, est-ce que des candidats, est-ce que le président de la République doit débattre également, c'était le point de départ du coup de gueule de Samuel. Je pense que les débats sont salutaires. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité des médias. Je rejoins ce que disait votre interlocuteur en plateau sur la crainte effectivement de l'instrumentalisation de ces débats. Moi, je pense qu'effectivement, il faut des débats thématiques. Il faut débattre avec Éric Zemmour du pouvoir d'achat. Il faut débattre avec Éric Zemmour de la fiscalité. Il faut débattre avec tout le monde de la santé publique et par exemple de ce qu'on fait de l'hôpital. Moi, je serais curieux de savoir ce qu'il veut faire. J'ai récupéré un tract d'Éric Zemmour qui est très très drôle sur l'éducation, qui finit par il faut transformer les conseillers principaux d'éducation en surveillants généraux. Voilà, parlons de ça, parlons de ce ridicule consommé. Parlons du retour aux 400 coups, parlons des nouveaux scénarios que les nouveaux François Truffaut feront si Éric Zemmour est élu président de la République. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on montre effectivement la réalité de ce programme, la réalité, parfois même le ridicule de ce programme, l'anachronisme de ce programme. Donc moi je pense qu'il faut des débats thématiques, il faut que les chaînes de télé s'entendent, et il faut qu'on ait des débats mais sérieux sur des sujets qui concernent les Français. Voilà. Oui, volontiers. Faisons des débats sur le pouvoir d'achat. Une question sur le débat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit participer à un débat de premier tour? Vous disiez vous-même, Nicolas Corato, que les temps ont changé. J'évoquais le fait qu'il n'y ait pas de président candidat qui ait accepté ce type de débat. Est-ce que lui devrait le faire? Est-ce que le fait de refuser avec Christian, un auditeur nous dit ce serait pris pour de l'arrogance s'il refusait le débat? Toute petite parenthèse, à l'exception, alors c'est pas une présidentielle, de François Mitterrand, qui lors du référendum de Maastricht était descendu dans l'arène entre guillemets pour débattre. Mais est-ce que Emmanuel Macron doit aujourd'hui débattre dans un débat de premier tour? Au bout d'un moment, lorsqu'on est candidat, il faut être en mesure de pouvoir porter la contradiction avec d'autres candidats. Est-ce que le format, c'est tous les candidats? Je ne suis pas certain. Non. On n'y perçoit pas les nuances et que ce n'est que les petites phrases qui en sortent. Mais si on prend un débat avec les principaux candidats ou alors à tour de rôle, oui, le président de la République, à partir du moment où il est candidat, doit pouvoir débattre. Débattre au premier tour. Si le problème, c'est le format, faisons de très longs débats. Faisons des débats de 2 heures, 2h30, 3 heures. C'est déjà le cas. Si on nous explique que les formats sont trop courts et qu'il n'y a que des punchlines, eh bien faisons plusieurs longs débats thématiques, notamment sur le pouvoir d'achat, parce qu'on sait que le pouvoir d'achat c'est extrêmement important pour les Français, parce que contrairement à ce que dit le gouvernement Macron, le pouvoir d'achat des Français n'augmente pas, il diminue. Les Français le remarquent tous les jours, qu'ils soient de gauche ou de droite. Christine, sur le président de la République. Je pense que Emmanuel Macron, de toute façon, est déjà le président de la République, dans ses campagnes électorales. Alors effectivement, la dernière. Comme François Hollande ne se représentait pas, il n'y avait pas ces questions autour d'un débat avec le président sortant. Mais le débat, alors je rejoins ce que disait Nicolas, il a eu lieu finalement au Parlement européen. On a vu aussi comment ça a tourné au règlement entre guillemets de compte sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'Europe en plus. Donc c'était un petit peu désarçonnant, je trouve. Mais il a fallu aller là-bas pour qu'on puisse entendre des candidats. Et puis après, on met qui autour de la table pour un débat de premier tour? Moi, je crains la cacophonie. Et que ça n'écœure encore plus les Français. N'oubliez pas ce sondage qui est sorti il y a quelque temps sur la vision des Français de cette campagne électorale et qui la jugent très sévèrement, qui disent que c'est ras des pâquerettes, que ce ne sont que des petites phrases, que ce ne sont que des coups d'éclat, qu'une polémique chasse l'autre et qu'on oublie, et c'est vrai quand on discute avec eux, je pense que même certains ne savent pas qui est candidat vraiment. Absolument. Et comment ça va se passer. Et je peux même vous rajouter, je pense qu'ils ne savent même pas les dates des élections pour une grande majorité. Donc il y a un vrai sujet autour de on va dire de la teneur de cette campagne électorale aujourd'hui en 2022. Et pourtant, ils regardent face à Baba, et pourtant, ils ont regardé le débat Zemmour-Mélenchon qui fait plus d'audience que les émissions politiques sur les autres chaînes. C'est pas le même. Mais parce que les hommes politiques sont devenus des chroniqueurs, parce que les hommes publics se font du show business. Voilà.
Tout ça, c'est du show business pour l'instant. Ouais, bah oui, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait, on a vu, notamment dans Face à Baba, animé par Cyril Hanouna, dans l'émission d'Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon, on a vu une vraie différence en termes de personnalité, une vraie différence en termes de programme, et donc ça permet de voir les choses. Il faut qu'on ait ce genre de débat. En termes de personnalité, oui, mais pas en termes de programme. Je veux dire, ils n'ont pas parlé de fond. Enfin, il y a eu quelques moments de buzz, et justement, c'est ça qu'on a retenu. C'est ça que nous, on veut pas. C'est qu'on ait une campagne présidentielle de la petite phrase. On a tout de même pu voir la position de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de la police, qui a choqué beaucoup de Français. Oui, moi, il a été très clair. Il a dit ce qu'il avait au fond du cœur. Ce qui le sépare d'une partie de la gauche, ce qui le sépare évidemment de ce que pense Éric Zemmour, ce qui le sépare, on parlait tout à l'heure de Fabien Roussel sur la police. Là, Jean-Luc Mélenchon était caricatural. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le débat en ligne. Allez, petite pause pub et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec vous. Alors, les débats, on ne tient évidemment pas le sommaire qu'on a fixé, mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir cette discussion qui part sur d'autres sujets et qui sont des débats qui prennent. Donc, ne soyons pas formatés. On pourra pas évidemment tout aborder en ce moment. Peut-être que c'est l'actualité, puisque le syndicat Alliance a invité les candidats à l'élection présidentielle à un grand oral sur les questions de la sécurité. Seule la droite et l'extrême droite ont accepté de répondre. Ainsi que le ministre de l'Intérieur. Il y a Valérie Pécresse en ce moment qui est en train de parler. J'ai vu un petit extrait où elle est un petit peu petit chat en disant je pense à tous ces policiers qui ont été tués, nanana. Il y a Gérald Darmanin donc qui y sera, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Anne Hidalgo n'y va pas, Fabien Roussel non plus, tout comme Yannick Jadot. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas été invité. Alliance dit quel est l'intérêt de discuter avec un candidat qui ne fait que prôner la haine anti-flic et la police bashing. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle n'y est pas allée, Anne Hidalgo, face aux policiers? D'abord, je vais être clair, les questions de sécurité sont des questions majeures pour la gauche et qu'on n'a jamais abandonné cette question-là, contrairement à ce que certains peuvent dire ou répandre. Sur les questions de sécurité, l'essentiel, c'est de pouvoir donner les moyens aux forces de l'ordre, policiers, policières, gendarmes, sur le territoire, pour faire en sorte de répondre aux problématiques et aux difficultés qu'il y a, particulièrement dans les territoires difficiles. Je prends un chiffre. À Montreuil, il y a un policier pour 700 habitants. Ouais. Territoire difficile. À Paris, il y a un policier pour 200 habitants. Il y a des écarts importants entre les territoires et particulièrement dans les territoires de banlieue parisienne. Et ça fait partie des enjeux majeurs pour la police. Et il faut leur donner les moyens. Vous avez des commissariats qui tombent en ruine. Le commissariat, par exemple, vous avez des endroits où il n'y a même pas de commissariat de plein exercice. Je pense à la commune de Bagnolet qui est à côté de Montreuil. Mais s'agissant spécifiquement de la question de la venue ou pas de l'audition du syndicat Alliance, c'est un syndicat qui ne représente évidemment pas tous les policiers. C'est pas majoritaire. Et qui a des positions extrêmement dures, parfois même très politiques et très à droite. C'est un syndicat qui a eu tendance à défendre davantage, je termine, la corporation par rapport à l'intérêt global du service public de la sécurité. Et donc, dans un cadre comme celui-là, il y a évidemment des divergences qui font que on n'a pas souhaité faire que notre candidate soit présente devant ce syndicat. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que cette question-là n'est pas essentielle pour nous. On a des propositions très fortes sur le sujet, notamment réarmer notre police à la fois en nombre et en matériel pour pouvoir faire en sorte de faire face aux difficultés. Mais les positions de ce syndicat ont été parfois contraires à l'intérêt du service public de la sécurité. Et donc, pour nous, c'est pas une forme de débat qui est acceptable. Bon, vous voulez réagir, Samuel Lafont? Vous savez qu'on a eu... Il y a un film, qui a beaucoup fait parler de lui, c'était Bac Nord. Parce que Bac Nord a montré ce qu'une partie des Français, mais surtout une partie de la classe politique ne voulait pas voir. C'était les conditions d'intervention très compliquées pour la police dans certains quartiers qui étaient complètement abandonnés, où les policiers soit ne vont plus, soit ont vraiment du mal à aller, et puis se prennent des coups, reçoivent des cocktails Molotov, etc. Il y a véritablement un problème en France en termes de sécurité. Là, il faut qu'on se dise les choses clairement. Et pour vivre librement, on doit d'abord être en sécurité. C'est valable partout sur le territoire, dans les zones rurales, parce que je tiens à parler de zones rurales en particulier, parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité également dans les zones rurales, mais également dans les banlieues. Les Français qui habitent en banlieue, ils doivent pouvoir vivre en sécurité. Pour être libre, il faut qu'ils puissent vivre en sécurité. Mais il n'y a pas assez de policiers. Ce qu'il faut voir, c'est que, en termes de sécurité, il faut voir toute la chaîne. Il y a 3 éléments qui sont liés. Il y a l'immigration,
la sécurité et la justice. Pourquoi je vous dis l'immigration? Je passe rapidement dessus, parce qu'on sait qu'il y a que les personnes issues de l'immigration sont surreprésentées dans la délinquance et la criminalité. Ça, il n'y a pas de statistique. C'est complètement faux. Non, on le voit dans les... Vous dites que c'est une chose on le voit dans les prisons, on voit les statistiques dans les prisons, etc. Non, je passe là-dessus. Vous voulez dire les personnes noires, les personnes masculines? Précisez votre pensée, parce qu'on n'arrive pas à vous suivre. Regardez, ce sont les chiffres, tous les chiffres le montrent, on le sait. On va pas revenir dessus. Ensuite, les Français le savent. C'est quoi? Et les Français le savent. Et notamment, on parlait des étrangers, par exemple. Vous savez que les étrangers, par rapport au pourcentage qui pèse dans la population, sont surreprésentés en prison. Je passe au deuxième volet, la sécurité. Effectivement, il y a un souci pour les policiers, parce qu'il y a des policiers qui n'osent plus intervenir. Ils n'osent plus intervenir parce qu'ils ont peur de la bavure, ils ont peur d'intervenir. Donc en fait, ce que souhaite mettre en place Éric Zemmour, c'est la défense excusable. C'est pour qu'enfin les policiers puissent intervenir. La question, c'était est-ce que la gauche a un problème avec la police? On sait qu'Éric Zemmour n'en a pas. Je pense que oui. Juste là-dessus, un instant. Moi, ce qui me gêne, c'est que Alliance est quand même le syndicat principal de la police, et que à gauche, d'une manière générale, on décide qu'on parle pas avec des gens. Non, attendez. D'abord, est-ce que la gauche a un problème avec la sécurité? La réponse est non. Avec la police. C'est sous la police, pardon. C'est pas la réponse est non. François Hollande a dirigé le gouvernement qui a créé 10 000 postes dans la sécurité. C'est là pareil, dans tous les rapports, vous pourrez le voir. Et le gouvernement actuel en a bénéficié, puisque le temps de formation a fait que 10 000 policiers. Ça, c'est la première. Non, mais déjà, 10 000 policiers, là où Nicolas Sarkozy en avait baissé juste avant. Et puis, c'est pas une question de est-ce qu'on veut débattre ou pas. On est invité à un débat. On est invité par qui? Par un syndicat qui est certes peut-être le plus représentatif, mais on sait comment se font ces élections. Ça ne veut pas dire que c'est une majorité de policiers, mais très bien, disons qu'ils sont majorité relative. On considère que leur position, notamment parfois sécessionniste, mais donc du coup, ils nous invitent, on leur précise qu'on n'est pas d'accord avec leur position. Nicolas Corato. Oui. Alors, moi, j'ai deux choses. Je suis assez d'accord sur la position. Le syndicat Alliance, c'est important en politique de savoir d'où on parle. Le syndicat Alliance est un syndicat qui a des positions extrêmes, qui a des positions, mais qui parfois vont même jusqu'à la sécession. Voilà. Quand le représentant du syndicat Alliance, devant l'Assemblée nationale, lors d'une manifestation, explique que la justice doit rendre des comptes, que le problème de la police, c'est la justice, moi, je comprends qu'une partie de la classe politique refuse ensuite de dialoguer avec ce syndicat qui n'est pas là pour représenter l'intérêt général au sein d'une activité syndicale au ministère de l'Intérieur, mais qui fait de la politique pour une frange extrême du monde politique français. Voilà, il faut dire les choses et il faut dire ce qui est. Est-ce que le constat, mais attendez Nicolas, les policiers qui aujourd'hui arrêtent un délinquant et qui le retrouvent le lendemain dans la rue, c'est quoi le problème? Valérie, je pense qu'il faut sortir de l'anecdote, parce que je vais vous dire, nous avons en France un des systèmes pénals les plus répressifs d'Europe, et nous avons des prisons qui débordent malgré toutes les places que nous y créons et qui justifient quasiment 80% du budget de justice. Alors donnez-moi les chiffres des prisons, des places de prison créées depuis 5 ans. Je vais vous les donner, il n'y a pas de difficulté. Mais mais attendez Valérie, je ne suis pas un examen, je passe pas le grand oral de Sciences Po. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure avec Samuel Lafont. Moi je ne défends pas un candidat en particulier. Non, deuxième chose Valérie, parce que vous manquez parfois de perspicacité, je trouve, sur ce sujet, parce que vous vous inquiétez de l'absence de la gauche à ce grand oral, mais vous n'avez pas révélé quand même qu'il y a un intrus dans cette histoire. Que vient faire le ministre de l'Intérieur dans ce grand oral? À quel titre est-il auditionné? Vous avez raison. À quel titre? Ministre de l'Intérieur, représentant d'un candidat qui n'est pas encore déclaré. Et puis que vient faire un ministre de l'Intérieur qui est censé diriger son ministère devant rendre compte devant un syndicat de policiers, quel qu'il soit? Est-ce que ça pose pas une question un peu républicaine aussi et de fonctionnement de nos institutions? Juste un point Valérie, vous avez vraiment raison. Est-ce que je peux parler? Vous avez déjà beaucoup parlé. Christine Bouillot. Non mais voilà, une petite répartition. Est-ce que la gauche a véritablement, on va dire, un problème avec la police, ou en tous les cas avec les questions de sécurité? C'est un terrain où on ne l'attend assez peu finalement du côté de l'électorat de gauche, même si c'est une réalité pour l'électorat de gauche qui a besoin de sécurité. Mais quelque part sur le plan médiatique, est-ce que ça va être audible, un candidat de gauche par rapport à un Zemmour qui va effectivement prôner la légitime défense à l'américaine? Je suis pas sûre que ce soit effectivement repris. Est-ce que c'est là qu'ils doivent y aller? Là où ça me pose problème, c'est que finalement, ça me pose problème, non, c'est chacun fait comme il veut, mais simplement pour les candidats de gauche, c'est peut-être une erreur de pas occuper ce terrain-là, quelque part, politiquement aussi, et d'investir ces questions-là. Ce que font
certains candidats sans être vraiment audibles non plus. Il y en a à droite qui font de la caricature, hein, comme Zemmour qui considère que tout délinquant est un immigré en puissance, donc forcément les immigrés sont responsables de toute la délinquance du pays. Donc ça, c'est effectivement une caricature, mais simplement, on est devant un schéma politique aujourd'hui qui est assez classique. La droite, c'est la sécurité, la gauche, c'est le laxisme. C'est un peu comme ça que les choses sont présentées. En n'allant pas, effectivement, je suis d'accord avec vous, en n'allant pas sur ce genre je pense que c'est une petite erreur stratégique ou politique, en tous les cas, dans cette campagne, de ne pas y aller. On a mis le doigt sur un sujet très important. Je parlais de 3 maillons. Il y a l'immigration, la sécurité, la justice. Les Français savent qu'aujourd'hui on a un problème avec la justice. Il faut recruter des greffiers notamment, parce qu'en fait la justice est trop lente. C'est votre candidat qui a un problème avec la justice, monsieur. On peut comparer aux autres États européens justement. Oui, la justice est très lente en France, et notamment avec des violences, notamment vis-à-vis des violences physiques. Mais ça veut dire qu'on défère beaucoup. Ça veut dire qu'on défère beaucoup. Les violences verbales, c'est quelque chose d'important aussi, Samuel. Les violences verbales et les intimidations verbales. Honnêtement, se faire tabasser à terre, se faire poignarder, ce n'est pas la même chose que recevoir des insultes. Les places de prison, Nicolas Corato, 15 000 nouvelles places qui ont été demandées par Emmanuel Macron. Oui. Donc, et entre 90 et aujourd'hui, on a quasiment doublé le nombre de places de prison en France. On est passé de 36 000 places à 61 000. Difficulté de trouver des terrains pour construire les prisons aussi. Mais c'est la difficulté pour construire les prisons, effectivement. Mais il y a encore en France... J'ai répondu à mon grand oral. Voilà, il y a encore en France 80 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées. Immédiatement, mais qui le sont après. Immédiatement. Si, immédiatement. Non. Il n'y a pas de peine qui est ensuite rangée derrière un placard, ou alors c'est des petites peines, des petites peines d'un mois ou de 3 semaines. Mais mettre 3 semaines quelqu'un en prison, personne ne le souhaite. Bon, et ben voilà, débat animé aujourd'hui, intéressant. Merci à tous d'y avoir participé et on se retrouve demain pour d'autres infos. À demain.